Les chutes du Niagara sont un lieu de beauté et d'émerveillement, mais elles ont aussi été le théâtre de décès très troublants. Dans cette vidéo, nous explorerons 5 histoires vraies des morts les plus dérangeantes survenues aux chutes du Niagara de tous les temps. Ce sont des récits de danger et de tragédie qui révèlent un côté sombre de ce célèbre site. C'était un jour d'été en 1981 lorsque Dunia Sayegh, 28 ans, son mari Rafik et leurs 3 enfants ont visité les chutes du Niagara du côté canadien. La famille, qui avait immigré du Liban et vivait à Toronto depuis 8 ans, prévoyait une journée de plaisir près de l'un des monuments les plus célèbres du Canada. Cependant, ce qui commença comme une journée de joie se transforma en tragédie déchirante. Dunia portait son fils de 2 mois, Esham, qui souffrait d'une légère condition respiratoire. Malgré ses défis de santé, Esham était adoré par sa famille. Il était le 3e enfant tant attendu de Dunia, et elle était rarement vue sans lui dans ses bras. Ce jour-là, Dunia se tenait près de la balustrade de pierre, à seulement 3,6 mètres de la rivière Niagara en furie, tenant Esham, tandis que Rafik s'éloignait pour acheter une pellicule pour leur appareil photo. Des témoins ont raconté avoir vu Dunia tituber soudainement en arrière, semblant instable. Elle s'est agrippée la tête et a crié qu'elle avait des vertiges. Dans cet instant de désorientation, Esham a glissé de ses bras et est tombé par-dessus la balustrade. Les touristes à proximité ont crié sous le choc alors que le nourrisson était emporté par le courant et chutait des 50 mètres de la chute du fer à cheval. Dunia est devenue frénétique, criant de manière répétée le nom de son bébé. Submergée par le chagrin, elle a tenté d'approcher le bord de l'eau, mais a été retenue par sa famille et les passants. Elle a été emmenée à l'hôpital général Greater Niagara, où elle a été lourdement sédatée en raison du choc émotionnel. Dans les jours qui ont suivi, les recherches se sont concentrées sur la récupération du corps d'Esham. Les opérateurs de bateaux touristiques ont scruté les eaux, mais les puissants courants et les rochers déchiquetés rendaient la recherche presque impossible. Initialement, la police considérait l'incident comme un tragique accident. Dunia avait dit qu'elle avait eu des vertiges, et des témoins ont soutenu sa déclaration, décrivant ses mouvements chancelants et ses cris de détresse immédiatement après la chute d'Esham. Cependant, quelques jours plus tard, la police a arrêté Dunia et l'a inculpée de meurtre au second degré. La police régionale de Niagara a lancé une enquête, menant des entretiens et effectuant des tests avec une poupée de 5,4 kg pour simuler l'incident. Ils ont affirmé que leurs conclusions jetaient le doute sur la version des événements de Dunia et l'ont accusée d'avoir délibérément jeté son enfant par-dessus la balustrade. L'affaire a suscité une attention généralisée, la salle d'audience devenant le centre d'arguments opposés. Les procureurs ont soutenu que les actions de Dunia étaient intentionnelles. En revanche, la défense de Dunia, dirigée par Eddie Greenspan, l'a dépeinte comme une mère aimante dévouée à ses enfants, surtout Esham, qu'elle chérissait profondément. Des amis ont témoigné du soin constant de Dunia pour son nourrisson et de ses inquiétudes fréquentes concernant sa santé. Un témoin, dont le témoignage était essentiel, a décrit la réaction immédiate de Dunia après l'incident. Selon le témoin, Dunia était visiblement désorientée, criant de désespoir à propos de ses vertiges et se lamentant à répétition d'avoir fait tomber son bébé. Le juge Donald Wallace, qui présidait le procès, a noté que personne n'avait vu exactement ce qui s'était passé dans les moments précédant la chute d'Esham. Il a également critiqué les tests de simulation de la police, les qualifiant d'inadéquats et non fiables. Avec des preuves insuffisantes pour prouver que Dunia avait agi délibérément, le juge a rejeté l'accusation. Dunia a quitté le palais de justice accompagné de Rafik, de son frère Yasser Eid et de son neveu Wali Alawar. Une photo prise à sa sortie montrait le lourd tribut émotionnel que l'expérience avait eu sur elle et sa famille. En larmes, Dunia a exprimé des sentiments mitigés de soulagement et de tristesse, reconnaissant que ce qu'elle avait perdu ne pourrait jamais revenir et resterait à jamais dans sa mémoire. Bien que Dunia ait été acquittée, la tragédie a laissé un impact durable sur elle et sa famille. Des amis ont décrit l'immense chagrin qu'ils ont enduré. Dunia, déjà anxieuse à propos de la santé de son fils, portait désormais la douleur supplémentaire de sa perte et le traumatisme des accusations portées contre elle. Le corps d'Esham n'a jamais été retrouvé, ajoutant une autre couche de tristesse à un événement déjà dévastateur. C'était le 5 juillet 1930, à Buffalo, New York. George Stataki, un immigrant grec de 46 ans et chef cuisinier, se préparait pour un voyage extraordinaire. George ne cherchait pas seulement la célébrité. Il espérait que cette tentative audacieuse financerait la publication de ses écrits philosophiques et lui fournirait des aperçus plus profonds sur les mystères de la vie. Connu pour ses croyances mystiques, George a décidé de franchir les chutes du Niagara dans un tonneau spécialement conçu. Pendant des années, George avait écrit sur ses idées philosophiques mais manquait des ressources pour les partager largement. Ce plan dangereux était sa solution. Tenter de conquérir les chutes du Niagara n'était pas une idée nouvelle.
Des aventuriers tentaient depuis des décennies, avec des résultats mitigés. Certains ont survécu aux chutes, d'autres ont fait face à des conséquences tragiques. Confiant que son approche était unique, George a construit un tonneau qu'il croyait capable de résister à l'immense puissance des chutes. Le tonneau était massif, 3 mètres de long et plus d'1,5 mètre de large. Fabriqué en bois et en acier, il pesait près d'1 tonne et était fortifié avec des ressorts pour l'absorption des chocs. À l'intérieur, il y avait une unique bouteille d'oxygène, destinée à le maintenir en vie pendant l'épreuve. Cependant, des experts comme le sauveteur de Niagara Red, Hill Senior, ont averti que la taille du tonneau le rendait risqué et difficile à contrôler. Malgré cela, George était déterminé. George n'était pas seul dans son entreprise. Il était accompagné de sa tortue de compagnie, Sonny, une créature qu'il croyait lui porter chance. Sonny, estimé à plus de 150 ans, a été placé dans le tonneau comme compagnon pour le voyage. À 14h30, des spectateurs se sont rassemblés près des chutes pour assister à l'événement. Des journalistes, des touristes et des amis ont regardé le tonneau, avec George et Sonny à l'intérieur, être lancés dans les eaux agitées. La foule a retenu son souffle alors que le tonneau était emporté par-dessus le bord de la chute du fer à cheval. Quelques secondes plus tard, il a disparu dans la brume. Au soulagement de tous, le tonneau a réapparu à la base des chutes, semblant intact. Des acclamations ont éclaté, mais leur excitation s'est transformée en inquiétude lorsque le tonneau n'a pas réussi à dériver vers la sécurité. À l'intérieur du tonneau, George faisait face à des conditions inimaginables. L'obscurité était totale, et le rugissement assourdissant des chutes couvrait tout son. L'approvisionnement limité en oxygène aurait rapidement diminué, laissant George dans une situation désespérée. Qu'il soit resté calme ou qu'il ait paniqué dans ces derniers instants, nous ne pouvons que le deviner. Le tonneau est resté bloqué pendant 18 heures angoissantes. Les sauveteurs étaient impuissants à le récupérer, forcés d'attendre et d'espérer qu'il se dégagerait finalement. Le lendemain matin, le tonneau a finalement été récupéré. Lorsqu'il a été ouvert, le corps sans vie de George a été trouvé à l'intérieur. Tragiquement, il avait suffoqué bien avant que les sauveteurs ne puissent l'atteindre. Remarquablement, Sonny la tortue a survécu à l'épreuve, un petit signe de résilience au milieu de la tragédie. Le tonneau de George, conçu pour le protéger, pourrait avoir causé sa perte. Sa grande taille et son poids ont probablement contribué à ce qu'il se coince derrière les chutes, ne laissant aucune échappatoire. L'histoire a suscité à la fois fascination et tristesse. Alors que certains admiraient son courage et sa vision, Red Hill Senior, qui avait mis en garde George contre les dangers, a récupéré le tonneau et l'a ensuite exposé sur sa propriété comme attraction touristique. Aujourd'hui, le tonneau fait partie d'une exposition des chutes du Niagara, un rappel de l'aventure malheureuse de George. Bien que l'histoire de George se soit terminée tragiquement, sa tentative audacieuse continue d'intriguer les gens. Certains le voient comme un rêveur qui a payé le prix ultime pour ses croyances, tandis que d'autres considèrent son voyage comme un avertissement sur les dangers de la surconfiance. C'était le 5 juin 1990, aux chutes du Niagara. Ce jour-là, Jesse Sharp, 28 ans, d'Ocoee, Tennessee, s'est lancé pour réaliser ce qu'il croyait être son plus grand accomplissement. Kayakiste expérimenté avec plus d'une décennie d'expérience dans la navigation sur des rivières difficiles, Jesse rêvait d'être la première personne à descendre les chutes du Niagara en kayak et à survivre pour raconter l'histoire. Cette tentative soigneusement planifiée, cependant, se terminerait par une tragédie. Jesse n'était pas un novice. Connu dans sa communauté pour son expertise sur la rivière Ocoee, il a choisi un canoë Dancer C1 rouge, souvent confondu avec un kayak, pour son exploit audacieux. Il a passé des années à étudier les chutes et à affiner son approche, convaincu de pouvoir braver les probabilités. Pour Jesse, ce n'était pas un acte imprudent, mais un défi calculé qu'il était déterminé à conquérir. Sa stratégie était peu conventionnelle. Il croyait qu'en pagayant à grande vitesse à l'approche du bord, il pourrait éviter d'être submergé par la force de l'eau. Il avait tracé un chemin à travers les rapides dangereux en dessous et prévoyait de pagayer 6 km en aval jusqu'à Lewiston, New York. Jesse a même fait des réservations pour le dîner dans un restaurant à Lewiston et a garé sa voiture à proximité, confiant dans sa réussite. Il a évité de porter un casque afin que son visage soit visible sur les photos et vidéos et a décliné un gilet de sauvetage, pensant que cela pourrait entraver son évasion du kayak si nécessaire. Quelques amis l'ont accompagné aux chutes pour documenter l'événement, bien qu'aucun enregistrement n'ait jamais fait surface. Alors que Jesse pagayait vers la chute du fer à cheval, des travailleurs d'une centrale hydroélectrique voisine l'ont repéré et ont tenté d'intervenir en réduisant le débit d'eau. Malgré leurs efforts, Jesse a continué. Des témoins ont décrit le moment où il a levé sa pagaie en triomphe avant de disparaître dans les eaux puissantes à 13h45.
Pendant un bref instant, le silence a suivi le rugissement des chutes. Quelques minutes plus tard, la pagaie de Jessie a émergé, suivie de son kayak rouge, qui n'avait qu'une petite bosse. Mais Jessie lui-même était introuvable. Les efforts de recherche ont commencé immédiatement, mais la zone en dessous des chutes était trop dangereuse pour les plongeurs ou les bateaux. Des jours se sont écoulés, puis des semaines, mais le corps de Jessie n'a jamais été retrouvé. Les autorités ont spéculé qu'il pourrait avoir été piégé sous les chutes ou emporté loin en aval. Le public a réagi avec un mélange de fascination et de tristesse. Certains admiraient l'esprit aventureux de Jessie, tandis que d'autres critiquaient ses actions comme inutiles et dangereuses. Des amis l'ont décrit comme passionné de kayak et déterminé à prouver ce que beaucoup croyaient impossible. Un ami a remarqué que dans l'eau vive, les gens prétendaient souvent que quelque chose était impossible, mais sa faisabilité restait inconnue jusqu'à ce que quelqu'un l'essaie. Jessie Sharp est devenue la 13e personne connue à franchir intentionnellement les chutes du Niagara. Sa tentative s'est démarquée car il a utilisé un kayak au lieu des tonneaux ou des contenants gonflables généralement utilisés par les casse-cou. Sur ces 13, 4, dont Jessie, ont perdu la vie. Sa mort a montré les risques extrêmes encourus et a incité les autorités à augmenter les amendes pour des actes similaires à 8 500 $. Les proches de Jessie ont pleuré sa perte, tandis que d'autres dans la communauté du kayak réfléchissaient au danger de tels défis extrêmes. Les experts ont souligné l'importance d'un équipement spécialisé et d'une préparation approfondie pour tenter des exploits de cette ampleur. Jim Snyder, un expert en pagaie, a noté que survivre à une cascade comme celle de Niagara exigeait non seulement un plan parfait, mais aussi un vaisseau spécifiquement conçu pour une telle tâche. Qu'est-ce qui a poussé Jessie à prendre un risque aussi extraordinaire? Était-ce une confiance mal placée en ses capacités, ou un désir profond de repousser les limites des capacités humaines? Ces questions restent sans réponse, tout comme le mystère de ce qui lui est arrivé sous les chutes. Le 1er octobre 1995, l'atmosphère près des chutes du Niagara était vivante d'excitation. Parmi les nombreux touristes admirant les époustouflantes chutes du fer à cheval, un homme se démarquait. Robert Ovraker, un cascadeur de 39 ans de Camarillo, Californie, se préparait pour un exploit audacieux visant à sensibiliser aux problèmes des sans-abri. Il prévoyait de descendre les chutes sur un jet-ski et d'atterrir en toute sécurité à l'aide d'un parachute propulsé par fusée. Robert n'était pas nouveau dans les cascades. Diplômé d'une école de cascade, il avait passé 7 ans à planifier cette tentative. À 12h35, Robert est entré dans la rivière Niagara, près de la Canadian Niagara Power Plant. Vêtu d'une combinaison de plongée et d'un sac à parachute spécialement conçu, il a mis en marche son jet-ski et a commencé à se diriger vers les chutes. Son demi-frère et un ami proche faisaient partie des milliers de spectateurs, prêts à capturer l'instant. Alors qu'il approchait du bord de la chute du fer à cheval, Robert semblait calme et concentré. Les badauds ont regardé avec émerveillement comment il manœuvrait les eaux turbulentes avec précision. Lorsqu'il a atteint le bord, il a sauté de son jet-ski, activant la fusée destinée à déployer son parachute. Initialement, cela a semblé fonctionner, mais quelque chose a mal tourné. Une erreur critique s'était produite. Le parachute s'est détaché du corps de Robert au lieu de se déployer. Au lieu d'une descente contrôlée, il a chuté de 51 mètres dans les eaux puissantes en dessous. Le chaos a éclaté à la base des chutes. Le bateau de tourisme Made of the Mist était à proximité et son équipage a immédiatement réagi. Certains spectateurs ont initialement cru que Robert aurait pu survivre, confondant le mouvement dans les rapides avec de la natation. Tragiquement, ce n'était pas le cas. L'équipage a récupéré le corps de Robert et l'a ramené à terre. Malgré leurs efforts et d'autres tentatives pour le sauver, il a été déclaré mort 1 heure plus tard à l'hôpital général Greater Niagara. Les blessures qu'il a subies de l'impact ont rendu la survie impossible. La nouvelle de la mort de Robert s'est répandue rapidement, beaucoup étant horrifiés par les images de l'événement. Des témoins ont fourni des récits vifs de la tragédie. L'un d'eux a rappelé avoir regardé depuis un balcon d'hôtel, pensant que Robert avait réussi, pour réaliser que quelque chose avait terriblement mal tourné. Après coup, des questions ont surgi concernant les précautions de sécurité de la cascade. Il a été révélé que Robert n'avait pas emballé le parachute lui-même, une cause probable du dysfonctionnement. L'épouse de Robert, Lori Ovraker, a été laissée en train de pleurer son mari. Le couple n'avait pas d'enfant, et Lori a dû gérer le chagrin et les conséquences de sa tentative fatale de sensibilisation. La mort de Robert l'a marqué comme la 15e personne depuis 1901 à franchir intentionnellement les chutes du Niagara avec un dispositif. Les autorités des deux côtés des chutes ont introduit de lourdes amendes pour décourager des tentatives similaires. Au Canada, les amendes pouvaient atteindre 10 000 $, tandis qu'aux États-Unis, elles pouvaient être aussi élevées que 25 000 $. Malgré ces pénalités,
Les chutes du Niagara continuent d'attirer les chercheurs de sensations fortes attirés par leur puissance brute. L'histoire de Robert est un rappel des dangers impliqués dans de tels actes audacieux, même lorsqu'ils sont motivés par des intentions nobles. C'était le 9 juillet 1960, près des chutes du Niagara. Roger Woodward, 7 ans, sa sœur Dean, 17 ans, et leur ami de la famille, James Honeycutt, sont partis pour ce qui semblait être une simple promenade en bateau sur la rivière Niagara. Ce qui s'est passé ensuite est devenu connu sous le nom du miracle de Niagara, un mélange de tragédie et de survie. James Honeycutt, 40 ans, était un entrepreneur travaillant sur un projet hydrolocal et un passionné de navigation. Ce samedi, il a invité les frères et sœurs Woodward pour une excursion panoramique sur la rivière. Lançant son bateau en aluminium de 4,3 mètres avec un petit moteur hors-bord depuis le Lynch Trailer Camp, Honeycutt a pris toutes les précautions, y compris s'assurer que Roger et Dean portaient des gilets de sauvetage, à la demande de leurs parents. La sortie a commencé sans incident, le groupe profitant de la beauté calme de la rivière. À environ 1,6 km de la chute du fer à cheval, le moteur du bateau est tombé en panne. Honeycutt a réalisé que la goupille de l'hélice était cassée, les laissant impuissants face au fort courant de la rivière. Agissant rapidement, il a commencé à ramer. Malgré ses efforts, le courant les a tirés sans relâche vers les chutes. Reconnaissant le danger, Honeycutt a dit aux enfants de mettre leur gilet de sauvetage. Tragiquement, il n'a pas eu le temps d'en sécuriser un pour lui-même. Alors que le bateau entrait dans les rapides dangereux, il a heurté un rocher et a chaviré, projetant les trois à l'eau. Dean s'est accroché au bateau renversé, combattant désespérément les vagues. À Terrapin Point sur Goat Island, John Hay, un chauffeur de camion de 44 ans, l'a repéré se débattant dans l'eau. Il a escaladé une rambarde, accrochant une jambe à travers les barres, et a crié à Dean de nager vers lui. Rassemblant toutes ses forces, elle a sauté en avant, attrapant la main de Hay à sa troisième tentative. Un autre passant, John Quattrochi, a aidé à la tirer en sécurité. La force de l'eau les a séparés, envoyant les deux au-dessus de la chute de 51 mètres de la chute du fer à cheval. La petite taille et le gilet de sauvetage de Roger ont joué en sa faveur. Ne pesant que 21 kg, il a atterri en eau profonde au-delà des rochers déchiquetés à la base des chutes. Le capitaine Clifford Keach a dirigé le bateau plus près, et après plusieurs tentatives, l'équipage a tiré Roger en sécurité à l'aide d'une bouée de sauvetage. Miraculeusement, il s'en est sorti avec seulement des blessures mineures. Roger a été emmené à l'hôpital général Greater Niagara en Ontario, tandis que Dean a été soigné à l'hôpital mémorial de New York. James Honeycutt n'a pas eu cette chance. Sans gilet de sauvetage, il s'est noyé dans les eaux puissantes. Son corps a été retrouvé 3 jours plus tard, à environ 400 mètres en aval. La survie de Roger est souvent appelée le miracle de Niagara, les experts attribuant sa légèreté et la force de l'eau qui l'a propulsé en toute sécurité en eau profonde. Il reste la première personne connue à survivre à une chute involontaire au-dessus des chutes du Niagara sans tonneau. Cet événement est aussi un rappel des dangers de la puissance de la nature. La réflexion rapide de Honeycutt, s'assurer que les enfants portaient des gilets de sauvetage, a probablement sauvé leur vie, mais lui a tragiquement coûté la sienne.